Mon nom est Ratou et je suis né sur l'île de Guadalcanal, au cœur des îles Salomon. Mon village se trouve à quelques kilomètres des plages où s'est jouée l'une des batailles les plus sanglantes de la Seconde Guerre mondiale. Pendant longtemps, je n'ai rien su de cette histoire. Et rien de ce qui s'est déroulé sur cette terre qui porte encore des cicatrices des combats, je ne le connaissais jusqu'à récemment. Mais tout a changé le jour où j'ai osé explorer la jungle seul, un jour où j'ai croisé bien plus que des ombres du passé. En 1942, Guadalcanal est devenu un nom murmuré avec crainte dans les bases militaires. Le Japon impérial, après avoir attaqué Pearl Harbor, étendait son emprise sur le Pacifique. Les îles Salomon étaient un emplacement stratégique crucial pour contrôler les routes maritimes et établir des bases aériennes. Guadalcanal, avec ses collines et les plages isolées qu'elle comporte, devint un champ de bataille. Les Américains débarquèrent en août 1942, prêts à affronter un ennemi déterminé. Les combats furent brutaux, le sol rougeoyant, imbibé de sang, les troupes japonaises déterminées à défendre chaque centimètre de terrain, utilisant la jungle comme couverture, surgissant comme des fantômes pour frapper et disparaître. Les récits de cette guerre nous sont transmis, mais sur l'île, ils ne sont pas que des histoires, elles hantent encore les lieux. C'était un après-midi de juillet, humide et lourd. Mon grand-père m'avait averti de ne pas m'aventurer trop loin dans la jungle. Les esprits ne dorment pas, Ratou, m'avait-il dit. Mais ma curiosité était plus forte que ma prudence. Je voulais voir de mes propres yeux les vestiges de cette guerre. Les anciens disaient qu'il y avait des épaves d'avions, des grottes qui avaient servi de refuge. J'ai marché pendant des heures, le silence de la jungle interrompu uniquement par le bruit de mes pas et le bourdonnement des insectes. Alors que je m'approchais d'une clairière, j'ai senti l'air se refroidir. C'était étrange, presque surnaturel, et puis je l'ai vu. Le fuselage d'un avion japonais brisé en deux comme une bête abattue. Des morceaux de métal rouillé étaient éparpillés autour, mêlés à des ossements. C'est là que j'ai entendu le premier murmure. Faible comme un soupir porté par le vent, je me suis figé. Cherchant autour de moi, mais il n'y avait personne. Des souvenirs ancrés dans la terre, les vétérans disent que la jungle de Guadalcanal est un enfer. Les soldats américains et japonais, qu'ils soient morts au combat ou terrassés par la malaria et la faim, ont laissé derrière eux plus que des corps. Mon grand-père m'avait raconté qu'après les combats, les villageois trouvaient des hommes errant dans la jungle, le regard vide, perdus entre la vie, la mort. Certains murmuraient des prières, d'autres hurlaient des ordres dans des langues que nous ne comprenons pas. Ces âmes, disait-il, sont restées coincées ici, piégées par la terreur qu'elles ont vécue. Je suis resté près de l'épave plus longtemps que prévu. Quand j'ai réalisé que le soleil déclinait, j'ai décidé de rentrer. Mais la jungle, la nuit, est un endroit où tout change. Les sons familiers deviennent oppressants et chaque ombre semble se mouvoir. Je me suis perdu, les arbres semblaient se refermer sur moi. C'est alors que j'ai entendu des pas. Des bruits lourds, irréguliers, j'ai appelé, pensant que c'était peut-être quelqu'un de mon village. Pas de réponse. Puis, une voix gutturale et étrangère a murmuré quelque chose. Mon cœur s'est glacé. Il est difficile d'expliquer ce que j'ai vu ensuite. Une silhouette est apparue, vêtue d'un uniforme déchiré avec des orbites vides où auraient dû se trouver des yeux. Elles avançaient lentement, comme si elles flottaient au-dessus du sol. Mon instinct me disait de courir, mais mes jambes refusaient de bouger. Et puis, il y a eu d'autres silhouettes, tout autour de moi, certains portant des casques, d'autres des fusils rouillés. J'ai fermé les yeux, priant pour que ce soit un cauchemar, et quand je les ai réouverts, ils avaient disparu. Mais l'air encore chargé d'une tension palpable, comme si la jungle elle-même portait le poids de leur souffrance. Les îles Salomon ne se sont jamais complètement remises de cette guerre. Les épaves hantent encore nos eaux et les montagnes cachent nos grottes remplies de munitions et d'ossements. Mais ce sont les gens surtout qui portent les cicatrices. Les villageois ont été déplacés, leurs terres prises pour construire des bases militaires, les bombes, les mines et les obus oubliés continuaient de tuer.
même des décennies après la fin du conflit, hein. Il y a les histoires comme la mienne, de ces âmes perdues qui hantent encore la jungle, et je suis finalement, moi, rentré chez moi, cette nuit-là. Mais je n'ai jamais oublié ce que j'ai vu, je pense souvent à ces soldats, jeunes et effrayés, arrachés à leur foyer pour mourir sur une île qu'ils ne connaissent même pas. Guadalcanal est un lieu magnifique, mais il est aussi un cimetière à ciel ouvert où le passé refuse de s'effacer. Nous devons nous souvenir de ces histoires, pas seulement pour honorer ceux qui sont morts, mais pour nous rappeler que la guerre, quelle qu'elle soit, laisse des traces profondes et sombres, visibles ou invisibles, dans le cœur des hommes et dans les terres qu'elle touche. Ainsi, si vous venez sur notre île, respectez-la. Respectez ces jungles, ces plages, ces collines et surtout ces fantômes. Parce que ici, le passé n'est jamais très loin. Mon nom est Samuel. Je viens d'Honiara et ce que je vais vous raconter, je ne l'ai jamais partagé à personne. En tout cas, pas complètement. Tout avait commencé comme une journée normale. La capitale était agitée, mais c'était devenu habituel ces derniers mois. Les gens parlaient de protestations devant le Parlement. Encore une de ces manifestations qui mènent nulle part, pensais-je. Mais en fin de journée, les choses ont changé. La foule avait grossi, des centaines, peut-être des milliers de personnes. Les voix qui étaient calmes au départ montaient en intensité, portées par des chants et des slogans. J'aurais dû rentrer chez moi, mais ma curiosité m'a retenu. « Samuel, viens, on va marcher jusqu'à Chinatown », m'a lancé un ami. J'ai pas répondu, mais j'ai quand même suivi. La tension était palpable. Devant le Parlement, les protestataires hurlaient à plein poumon, demandant la démission du Premier ministre Sogavare. Les policiers étaient en position, boucliers levés, visage tendu, puis un bruit sourd a retenti. Un projectile lancé par on ne sait qui, et c'est là que tout a basculé. La foule a éclaté comme une digue qui cède sous la pression de la mer. Les gens couraient dans toutes les directions, certains hurlant, d'autres riant, comme si une folie collective s'était emparée d'eux. « Chinatown !» quelqu'un a crié. Et c'est là que j'ai compris. La colère n'allait pas s'arrêter aux portes du Parlement. Je courais derrière le groupe, mon cœur battant la chamade. Quand nous sommes arrivés, l'endroit était déjà en ébullition. Les boutiques, souvent tenues par des familles chinoises, étaient assiégées. Des vitres éclataient sous les jets de pierre, des portes en métal résonnaient sous les coups. Je voyais des visages que je connaissais, transformés par la rage. Ils criaient « Vous prenez tout, et nous on crève de faim. Rentrez chez vous, c'est pas votre pays. » Et puis une première flamme a jailli. Je ne sais pas qui avait allumé le feu, mais en quelques minutes, un petit magasin s'est transformé en brasier. L'odeur du plastique brûlé s'est mêlée à celle de la fumée. Le chaos a pris une autre dimension. Des familles chinoises tentaient de fuir, portant dans leurs bras ce qu'elles pouvaient sauver. Des enfants pleuraient, leurs larmes se mêlant à la suie qui marquait leur visage. Je me souviens d'une femme en robe de chambre qui hurlait en chinois. Je comprenais pas les mots, mais sa détresse était universelle. Elle tenait un bébé dans ses bras et tirait un garçonnet par la main. Un homme lui a bloqué le chemin, une barre de fer dans la main. « Laissez-nous passer !» ai-je crié. Mais il ne m'a pas écouté. Un autre bâtiment a pris feu, puis un autre. Chinatown n'était plus qu'un enfer de flammes et de cris. Les reflets orange et rouge dansaient sur les visages des émeutiers comme si la colère elle-même était devenue une entité vivante. Et moi, j'étais là. Au milieu de tout ça, un spectateur, un complice, un lâche finalement. J'ai vu un vieil homme chinois trébucher sur le trottoir. Il avait un sac sur l'épaule, probablement tout ce qu'il avait pu sauver, et 3 jeunes se sont jetés sur lui. « Arrêtez !» ai-je crié en me précipitant, mais j'ai attrapé l'un des garçons par le bras, puis il s'est retourné avec un regard furieux. « Tu veux prendre sa place, Samuel ? Laisse-nous régler ça !» J'ai hésité une seconde, une éternité, et dans cet instant d'indécision, ils l'ont frappé, encore, et puis encore. Puis la police a fini par arriver, mais il était déjà trop tard, les flammes avaient dévoré la moitié de Chinatown. Les familles qui avaient survécu étaient regroupées, tremblantes sous la protection des policiers, mais leur regard était vide, comme si une partie d'eux-mêmes était restée dans les cendres.
Je suis rentré chez moi cette nuit-là, mais le sommeil n'est jamais venu. À chaque fois, je fermais les yeux et revoyais ces visages, ces corps à terre, ces flammes. Les jours qui ont suivi, la ville ressemblait à un champ de bataille, des bâtiments détruits, des rues désertes et une tension palpable dans l'air. Les relations entre les communautés étaient plus fragiles que jamais. Les habitants parlaient de l'avenir, mais quel avenir pouvions-nous espérer après ça? La colère avait détruit plus que des boutiques et elle avait brisé quelque chose en nous, quelque chose qui serait difficile, voire impossible à réparer. En y repensant, je comprends maintenant que cette nuit-là n'était pas seulement une explosion de colère. Elle était le fruit de décennies de frustration, une pauvreté endémique, tandis que les entreprises étrangères, elles, prospéraient. Les habitants locaux luttaient pour leur survie. Une corruption politique, les dirigeants privilégiaient leurs propres intérêts, ignorant les besoins de leur peuple. Les tensions ethniques, elles, la communauté chinoise était devenue bouc émissaire. Elle était un symptôme d'un problème qui était finalement bien plus vaste. Aujourd'hui, je marche dans les rues reconstruites d'Honiara. Mais l'ombre de cette nuit-là me suit toujours. J'ai vu des innocents souffrir et des vies brisées et moi, je n'ai rien fait. Et à chaque fois que je passe devant un bâtiment neuf de Chinatown, je peux m'empêcher de me demander combien de temps avant que tout cela recommence. Je m'appelle Solomoni. Et tout a commencé par une journée calme, presque banale, dans notre petit village côtier. Le soleil tapait fort, mais la brise était douce. Et l'océan semblait endormi. Mon oncle et moi avions pris notre pirogue pour aller pêcher au large, comme nous le faisions si souvent. Cette fois-ci, nous étions plus loin que d'habitude, à la recherche de zones encore riches en poissons. Le moteur hors bord, vieux et capricieux, s'est arrêté sans prévenir. Mon oncle a juré, puis il a ri. « Juste une panne, pas de quoi s'inquiéter », a-t-il dit, en tapotant le réservoir vide. Nous avions oublié de faire le plein. Heureusement, nous avions un bidon d'essence vide pour ramener du carburant plus tard. Mais l'océan, lui, il avait d'autres projets pour nous. Tout a changé en un instant. Le vent a commencé à rugir et des vagues hautes comme des montagnes se sont levées. La pirogue, si stable d'habitude, dansait comme une feuille emportée par une tempête. Nous étions à la merci des éléments, tout simplement. Mon oncle a crié quelque chose, mais le fracas des vagues a englouti ses paroles. Une lame gigantesque a frappé notre embarcation, la retournant comme un jouet. Je n'ai eu le temps de rien. Je me suis retrouvé dans l'eau glaciale, pris dans un tourbillon de sel et de peur. Quand j'ai émergé, il n'y avait plus de pirogue, plus d'oncle, juste l'immensité de l'océan et moi. J'ai crié son nom jusqu'à en perdre la voix, mais rien. Alors que je commençais à perdre espoir, j'ai vu un éclat jaune au loin, le bidon. Je me suis accroché à ce bidon comme à une bouée de sauvetage. Il était vide, léger, mais assez solide pour me soutenir. Chaque vague menaçait de m'arracher à lui, mais je tenais bon. La nuit est tombée, glaciale et impitoyable. Je grelottais, mais mes mains restaient fermes. Le temps s'est effacé. Les jours se sont mélangés aux nuits, la soif est devenue une torture, le sel me brûlait les lèvres, des méduses flottaient près de moi et une fois, j'ai aperçu une silhouette sombre glissant sous mes pieds. Un requin. Mon cœur s'est arrêté, mais il est parti, indifférent à mon sort. J'ai commencé à halluciner, le bidon devenait mon ami, mon frère, mon Dieu, je lui parlais, je lui racontais ma vie, mes rêves. Parfois je croyais voir des bateaux à l'horizon, mais ils disparaissaient comme des mirages. Finalement, au bout de ce qui m'a semblé être une éternité, un bateau de pêche est apparu. Pas une illusion cette fois. Je n'avais plus la force de crier, mais ils m'ont vu. Ils m'ont hissé à bord, un squelette vivant accroché à un bidon. Après la tempête, sur la terre ferme, j'ai appris que mon oncle n'avait jamais été retrouvé. Sa disparition n'était qu'un nom de plus sur une liste trop longue. Beaucoup de pêcheurs comme lui, comme moi, sont avalés chaque année par l'océan. Pas à cause de leur imprudence, mais parce que nous n'avons pas le choix. Mon histoire n'est pas unique, elle soulève des questions plus profondes. La précarité des pêcheurs locaux, nous travaillons avec des équipements qui sont très souvent vétustes. On prend des risques insensés pour nourrir nos familles. Pourquoi n'avons-nous pas accès à de meilleurs outils ou de meilleures formations, tout simplement?
Les changements climatiques, les tempêtes sont de plus en plus fréquentes et violentes. L'océan devient un ennemi imprévisible. Mais qui s'en soucie vraiment? La négligence des autorités, combien de disparus passent inaperçus parce que personne ne tient compte de nous, les gens de la mer? Aujourd'hui, je vis avec une gratitude immense et une colère sourde à la fois. J'ai survécu, mais je ne devrais pas avoir eu à me battre contre la mort pour une vie si précaire. Et chaque soir, quand je regarde l'océan, je pense à ce bidon d'essence. Une relique insignifiante devenue ma bouée de survie. Une preuve que parfois, même les objets les plus simples peuvent contenir une étincelle d'espoir dans les moments les plus sombres. Moi, je m'appelle Nathan. Et si je vous parle aujourd'hui, c'est parce que j'ai vu de mes propres yeux ce que certains préfèrent ignorer. Mais, laissez-moi vous raconter. Tout a commencé il y a 5 ans lorsque j'ai rejoint une ONG luttant contre le commerce illégal d'animaux en Asie-Pacifique. Notre mission, documenter, exposer et démanteler les réseaux de trafiquants qui pillent la biodiversité. J'ai été envoyé dans les îles Salomon, une région riche en faune et en flore, mais aussi un point chaud pour ce commerce macabre. L'endroit semblait paradisiaque, mais il cachait un enfer pour des milliers d'animaux. Le trafic d'animaux exotiques est l'un des commerces illicites les plus lucratifs au monde, juste derrière les drogues et les armes. Et ici, les Salomon étaient un hub clé. Les perroquets et cacaotes étaient prisés pour leurs plumes colorées. Les reptiles rares comme les geckos et les iguanes étaient arrachés de leurs habitats. Les poissons exotiques terminaient dans des aquariums de luxe. Ces animaux étaient capturés et vendus à des prix exorbitants et à des collectionneurs dans des marchés internationaux. Sur place, j'ai appris que le trafic impliquait des locaux désespérés, des intermédiaires corrompus et des acheteurs étrangers prêts à payer des fortunes. Les trafiquants exploitaient la pauvreté. Pour 10 dollars, un pêcheur capturait un oiseau qui se vendrait 10 000 dollars en Europe ou en Asie. Pour comprendre l'ampleur du problème, j'ai décidé de m'infiltrer. Avec l'aide d'un contact local, j'ai rencontré un intermédiaire qui se nomme Matteo. Son visage était buriné, son regard froid et ses mains calleuses parlaient d'années de travail dans l'ombre. Matteo dirigeait un réseau qui envoyait des cargaisons d'animaux vers l'Asie. Il ne faisait pas confiance aux étrangers, mais ma couverture tenait. J'étais un photographe intéressé par les espèces rares. Un soir, Matteo m'a invité à avoir une livraison. Nous avons traversé une jungle, jusqu'à une clairière, et ce que j'ai vu là m'a glacé le sang. Des dizaines de cages métalliques contenant des oiseaux aux plumes éclatantes, leurs regards remplis de terreur. Des sacs en plastique où des reptiles étaient enfermés, incapables de bouger. Un bidon d'eau trouble dans laquelle nageaient les poissons à peine vivants. L'air était chargé d'une odeur de peur, de fiente et de mort imminente. Matteo m'a montré un cacaotès noir, une espèce en danger critique. Ce bijou part à Singapour demain, 20 000 dollars. À ce moment, tout ce que j'avais appris prenait un sens terrible. Le trafic ne se limitait pas à la capture d'animaux. 90% des spécimens mouraient avant d'arriver à destination à cause des mauvaises conditions de transport. Les survivants étaient souvent mutilés ou malades. La disparition de ces espèces provoquait un effondrement des écosystèmes car chaque animal joue un rôle crucial. Et tout cela pour satisfaire des caprices. Une semaine plus tard, j'ai décidé de passer à l'action. Nous avions suffisamment de preuves pour alerter les autorités, mais dans un pays où la corruption gangrène tous les niveaux, c'était pas gagné. Lorsque j'ai remis mon dossier à un fonctionnaire local, il a jeté un regard nerveux autour de lui. Faites attention, ces gens ont des yeux partout. Et il avait raison. 2 jours plus tard, je recevais un message de Matteo. On doit parler, viens seul. Je savais que c'était un piège, mais je n'avais pas non plus vraiment le choix. Cette mission devait réussir. Nous nous sommes retrouvés dans un entrepôt près du port et Matteo n'était pas seul. 2 hommes armés se tenaient derrière lui. Je sais qui tu es. Tu penses pouvoir arrêter ça? Ce trafic nourrit des familles, engraisse des politiciens et satisfait des géants bien plus puissants que toi. J'ai alors moi essayé de lui parler de l'impact sur la biodiversité, de l'importance de préserver ces espèces, mais il n'en avait rien à foutre. Pour lui, c'était un business. Soudain, un bruit de moteur retentit et la police, que j'avais discrètement alertée, était arrivée.
Matteo et ses hommes ont tenté de fuir, mais ils ont été arrêtés. Je pensais que c'était fini, mais dans cette nuit moite et silencieuse, alors que je quittais les lieux, une moto m'a suivi. Le conducteur masqué a sorti une arme, une balle a frôlé mon épaule avant que je ne plonge dans un fossé. J'ai survécu, mais ce jour-là, j'ai compris que ce combat n'était pas seulement contre des trafiquants, il était contre un système entier. Aujourd'hui, je continue de me battre parce que le trafic d'animaux exotiques n'est pas qu'un problème lié aux îles Salomon. 10 milliards de dollars par an sont générés par ce commerce illégal. Chaque achat d'un animal exotique alimente un réseau criminel. Les pertes pour la biodiversité sont incalculables et les conséquences sur les écosystèmes touchent tous les habitants de la planète. Alors que je regarde une photo d'un kakatoès noir relâché dans la nature, je me rappelle que... Pourquoi je fais ça? Chaque vie sauvée compte. Chaque trafiquant arrêté est une victoire. Mais le véritable changement viendra lorsque nous cesserons de voir les animaux comme des marchandises. Parce que derrière chaque cage, il y a une histoire, une douleur, et c'est à nous de briser ce cycle. Les îles Salomon ne sont pas seulement un paradis de plages et de forêts luxuriantes. C'est un endroit où le passé, le présent et l'inexplicable semblent s'entrelacer. Je m'appelle Lucas et je suis venu ici en tant que chercheur spécialisé en phénomènes paranormaux et histoire militaire. Et ce que j'ai découvert sur l'île de Kolombangara et dans les profondeurs des épaves hantées a changé ma vie à jamais. Kolombangara est une ville volcanique, presque parfaitement circulaire, recouverte d'une jungle dense. Dès mon arrivée, une sensation oppressante m'a saisi. Les locaux parlaient peu, mais leurs murmures révélaient une vérité troublante. Les lumières de Kolombangara. Ces lumières, décrites comme des orbes incandescentes flottant au-dessus de l'eau ou dans les montagnes, apparaissent la nuit, surtout après les tempêtes. Certains disent qu'il s'agit d'âmes perdues, d'autres les associent à des esprits guerriers liés à la Seconde Guerre mondiale. J'ai rencontré un ancien nommé Tanoa, qui m'a parlé des premières apparitions, les lumières m'a-t-il dit. On commençait après la guerre, les Japonais et les Américains se sont battus férocement ici. Des milliers d'hommes sont morts et leurs âmes n'ont jamais trouvé le repos. Il m'a expliqué que certains pêcheurs disparaissent après avoir vu ces lumières, et que les montagnes de l'île sont interdites aux curieux. Ceux qui cherchent à les comprendre reviennent changés ou ne reviennent jamais. Pendant la guerre, Kolombangara a été le théâtre de violents combats entre les Alliés et les forces japonaises. Les rivières et les côtes se sont teintes de sang et les montagnes ont servi de refuge pour des soldats traqués. Un des récits les plus marquants est celui du naufrage de l'USS Juno. Le navire, torpillé en 1942, a coulé en quelques minutes, emportant plus de 600 marins, dont les célèbres frères Sullivan. Depuis, on dit que leurs esprits rôdent parmi les épaves, protégeant les eaux qu'ils n'ont jamais quittées. La première nuit où j'ai vu les lumières restera gravée en moi. Avec une petite équipe, nous nous sommes postés près de la côte nord, où les apparitions sont les plus fréquentes. Aux alentours de minuit, une lueur étrange est apparue à l'horizon. Elle était trop brillante pour être un feu de pêcheur et trop flottante pour une embarcation. Elle semblait nous observer. En l'espace de quelques minutes, d'autres lumières sont apparues, formant une danse hypnotique, mais ce qui m'a glacé le sang, c'est le silence absolu. Pas un bruit, pas même celui des vagues. L'un des membres de l'équipe a commencé à murmurer et elles savent qu'on est là. Le lendemain, nous avons embarqué pour explorer une épave près de l'île, le navire japonais de Katori Maru. Coulé en 1943, il repose à une profondeur accessible. L'idée était de filmer l'intérieur et de collecter des données, mais la plongée a pris une tournure macabre. Alors que je pénétrais dans la carcasse rouillée, j'ai ressenti un froid glacial. Les murmures semblaient transpirer une énergie sombre, les ombres des filets de lumière jouaient sur des restes métalliques, mais certaines d'entre elles semblaient bouger. Mon coéquipier, James, a soudainement paniqué, il hurlait qu'il voyait une silhouette, mais moi, je n'ai rien vu.
Puis en sortant, j'ai trouvé des traces de griffures sur la coque du navire, là où personne ne pouvait les atteindre. Tanoa m'a raconté une histoire sur les épaves hantées. Les marins morts dans les naufrages seraient restés prisonniers dans leur navire. Certains locaux refusent même de pêcher près de ces sites, affirmant que les poissons capturés portent la malédiction des morts. Il y a aussi des récits de plongeurs qui n'ont jamais refait surface ou qui, après leur expédition, ont souffert de cauchemars chroniques. Les lumières de Kolombangara ne sont pas qu'une légende. Des scientifiques ont tenté de les expliquer, suggérant qu'elles pourraient être des gaz phosphorescents libérés par la décomposition organique ou des phénomènes électriques atmosphériques. Mais ces théories elles-mêmes ne suffisent pas à apaiser l'inquiétude des habitants. Pour eux, ces lumières sont vivantes, conscientes et elles gardent un lien avec les tragédies humaines. Lors de ma dernière nuit sur Kolombangara, j'ai décidé d'affronter ces lumières. Avec une caméra infrarouge et un enregistreur audio, je me suis aventuré seul, dans la jungle, peu après minuit, et elles sont réapparues. Flottant parmi les arbres, je les suivais, mon cœur battant à tout rompre. À un moment, j'ai trébuché et je me suis retrouvé face à un cratère rempli d'ossements humains. C'est alors que j'ai entendu des murmures. Pas des voix humaines, mais quelque chose de profond, presque guttural. Les lumières tournaient autour de moi comme pour m'avertir de ne pas aller plus loin. Je suis rentré sain et sauf, mais je n'étais plus le même. Ces lumières et ces épaves hantées ne sont pas de simples curiosités, elles sont des témoins silencieux de l'histoire des gardiens des âmes oubliées. Les îles Salomon m'ont appris que certains mystères ne doivent pas être résolus, mais respectés. Peut-être que les lumières de Kolombangara sont là pour nous rappeler les atrocités de la guerre et l'importance de protéger ce qui reste. Que ce soit le fruit d'explications naturelles ou d'événements surnaturels, les lumières de Kolombangara et les épaves hantées restent un mystère fascinant. Mais derrière ces phénomènes se cache une vérité plus sombre. Des milliers de vies perdues, des écosystèmes perturbés et une mémoire collective hantée par la douleur. Et vous, aurez-vous le courage de chercher ces lumières ou de plonger dans ces eaux maudites ? Je m'appelle Ekama. Je suis né sur l'île Bellona, un petit fragment de terre dans l'immensité du Pacifique. Un endroit que les touristes décrivent souvent comme paradisiaque. Mais sous ce ciel bleu et ces eaux cristallines se cache une histoire sombre. Une tragédie qui a marqué à jamais notre peuple. Ce que je vais vous raconter, c'est une histoire que peu osent évoquer à voix haute. C'était en 1927. J'étais enfant. Mais je me souviens encore des chants qui résonnaient dans le village ce soir-là. Les adultes étaient rassemblés autour du feu, discutant des récoltes et des projets pour les semaines à venir. Bellona et Rennell étaient des îles isolées. Loin des routes commerciales principales, on vivait simplement en harmonie avec la mer et la terre. Mais cette nuit-là, l'air portait une tension inhabituelle. Les anciens disaient souvent que la mer avertissait avant les tragédies. Et ce soir-là, elle était étrangement silencieuse. Pas une vague, pas un souffle. Je dormais lorsque le chaos a éclaté. Un cri perça l'obscurité, suivi par un autre. Puis des hurlements et, en sortant de ma hutte, j'ai vu des silhouettes courir dans l'obscurité. Des hommes, des étrangers armés de machettes et de fusils. Ils avaient débarqué sur nos plages en silence, utilisant l'obscurité pour masquer leur approche. J'étais trop jeune pour comprendre ce qu'il se passait. Mais je savais que c'était dangereux. Je me suis caché derrière un arbre, regardant avec horreur les événements se dérouler devant moi. Les étrangers n'étaient pas là pour discuter ou négocier, ils étaient venus pour nous tuer. Ils étaient venus traquer les villageois comme des bêtes, abattant quiconque se trouvait sur leur chemin, les hommes tentant de défendre leur famille, mais leurs lances et couteaux de pierre ne faisaient pas le poids face aux armes modernes. J'ai vu mon oncle, un homme fort et respecté, tomber sous les coups d'un fusil. Mon cousin, à peine plus âgé que moi, a été attrapé alors qu'il essayait de fuir. Il ne faisait aucune distinction, tuant hommes, femmes, enfants, de manière systématique. Après ce qui m'a semblé être des heures, le silence est enfin revenu. Un silence oppressant, lourd,
Les étrangers avaient fini leur carnage et avaient disparu aussi rapidement qu'ils étaient arrivés. Je suis resté caché jusqu'à l'aube, trop terrifié pour bouger, quand le soleil s'est levé. Le village n'était plus qu'un champ de ruines, les huttes étaient brûlées, les corps jonchaient le sol et moi je marchais parmi les débris, appelant les membres de ma famille, mais personne ne répondait. Ce n'est que bien plus tard que j'ai compris les raisons derrière cette tragédie. Ces étrangers étaient des hommes envoyés par des compagnies de commerce étrangères, des exploiteurs venus pour s'assurer de leur domination sur nos terres. À cette époque, les îles Salomon étaient une colonie sous contrôle britannique. Mais la région était en proie à des tensions entre les habitants locaux et les entreprises étrangères, notamment autour de main-d'œuvre forcée et de ressources naturelles. Les habitants de Rennell et Bellona refusaient de se soumettre à ces puissances. Ils résistaient et défendaient leur mode de vie. Cette résistance, bien que légitime, a été perçue comme une menace. Et comme souvent, la réponse fut extrêmement brutale. Les jours qui ont suivi le massacre sont flous dans ma mémoire. Les survivants ont enterré les morts dans le silence. Les chants et les rires qui faisaient vibrer notre peuple avaient disparu. Les autorités coloniales n'ont jamais reconnu leur responsabilité dans cette tragédie. Pour elles, nous n'étions que des indigènes, des obstacles à leur quête de profit. Mais nous, les survivants, n'avons jamais oublié chaque pierre, chaque arbre sur Bellona et Rennell porte encore la mémoire de cette nuit. En grandissant, j'ai souvent entendu des murmures sur des esprits qui hantent nos îles, des âmes en colère, incapables de trouver le repos. Certains disent que si vous pouvez vous aventurer seul dans la jungle, vous pouvez entendre leurs cris. Une fois, alors que je pêchais au large de Rennell, j'ai senti une présence. Le vent s'élevait soudainement et la mer s'est mise à bouillonner. J'ai entendu des voix faibles mais claires, appelant à l'aide. Ce n'est pas mon imagination, je savais que c'était eux, les morts de cette nuit, qui cherchaient encore justice. Aujourd'hui, notre île est toujours marquée par cette histoire. Nous essayons d'avancer, mais il est difficile de construire un avenir quand le passé pèse si lourd. Le massacre de Rennell et Bellona n'est pas qu'une tragédie locale. C'est un rappel de toutes les conséquences dévastatrices de la cupidité humaine, de l'inhumanité des systèmes coloniaux et de la manière dont les puissants écrasent souvent les plus vulnérables. Si vous visitez notre île un jour, prenez un moment pour écouter le vent, pour marcher doucement sur nos plages. Respectez notre terre, car elle porte encore les larmes et le sang de ceux qui sont tombés cette nuit-là. Et si vous entendez un murmure dans l'obscurité, n'ayez pas peur. Ce sont les voix de ceux qui veulent simplement être entendus, de ceux qui demandent à ce que leurs histoires ne soient jamais oubliées. Je m'appelle Kala et je suis originaire des îles Salomon. J'ai grandi dans un petit village niché entre les collines et la jungle dense de Guadalcanal. Depuis mon enfance, j'ai entendu des histoires qui glacent le sang. Des récits murmurés à la lumière vacillante des feux de camp, des légendes sur les géants qui, paraît-il, peupleraient encore nos montagnes. Les anciens disent que ces géants étaient là bien avant nous, immenses avec des corps recouverts de poils sombres, des yeux rouges brillants comme des braises, et une force hors du commun. Ils vivaient dans les cavernes des montagnes et sortaient la nuit pour chasser ou pire encore, pour enlever des humains. Mon grand-père, un homme respecté dans notre communauté, racontait souvent une histoire qui m'a hanté toute mon enfance. Les géants, disait-il, ne sont pas que des créatures. Ils sont les gardiens de cette terre, les témoins silencieux des crimes des hommes, et si tu les vois, cours. Un soir, alors que j'avais 15 ans, mon oncle Tano ne revint pas de sa chasse. C'était un homme robuste, habitué à la jungle, mais cette fois-là, il n'avait pas écouté les conseils des anciens, il avait décidé de s'aventurer plus profondément, dans les montagnes, là où personne n'osait aller. 2 jours plus tard, son chien est revenu, seul, tremblant avec une morsure étrange sur son flanc. Le village entier était en émoi. Une expédition fut organisée et mon père, armé d'un vieux fusil, m'autorisa à l'accompagner. Nous avons trouvé les traces de Tano à la lisière de la forêt, des empreintes d'hommes mêlées à d'énormes empreintes impossibles à identifier. Elles mesuraient environ le double d'un pied de taille humaine.
Elles étaient profondément enfoncées dans ce sol. Nous avons suivi les traces jusqu'à l'entrée d'une caverne. Elle était massive, comme si elle avait été creusée par des mains gigantesques. L'air qui en sortait était glacial, chargé d'une odeur âcre et métallique. Mon père hésita, mais un des hommes du village murmura « C'est là qu'ils l'ont emmené et nous ne pouvons rien faire. Les gens ne partagent pas leur proie. » Ces mots m'ont fait frissonner. Pourtant, je me suis avancé, ma lampe torche tremblant dans ma main, et à l'intérieur, nous avons trouvé des ossements éparpillés. Certains étaient trop grands pour appartenir à un animal connu. Mon père m'a attrapé par le bras et m'a tiré hors de la caverne, m'interdisant d'y retourner. Au fil des années, j'ai entendu d'autres récits similaires. Une femme m'a raconté qu'elle avait vu un géant arracher un arbre comme s'il s'agissait d'un simple brin d'herbe. Un pêcheur qui avait passé la nuit près d'une rivière avait entendu des pas lourds suivis d'un rugissement si puissant qu'il avait fui sans se retourner. Mais ce qui m'a le plus marqué personnellement, c'est le récit d'un vieil homme qui affirmait avoir été enlevé par un géant lorsqu'il était jeune. « Ils ne sont pas comme nous, m'a-t-il dit. Ils pensent que nous sommes faibles, inutiles, mais parfois ils nous observent, comme s'ils cherchaient à comprendre pourquoi nous détruisons cette terre qu'ils protègent. » Il y a quelques années, j'ai décidé de retourner près de cette montagne, poussé par une fascination morbide. Je voulais voir un géant, même si cela signifiait mettre ma vie en danger. La nuit était sombre, et seule la lumière de ma lampe torche perçait l'obscurité oppressante. Soudain, un bruit sourd a résonné comme un arbre qui s'effondre. Puis un autre. Et un autre encore. Mon cœur battait à tout rompre lorsque j'ai vu une silhouette se découper dans la clarté de la lune. Elle mesurait au moins 3 fois ma taille. Des épaules larges et des bras qui semblaient capables d'écraser un tronc en un seul mouvement. J'étais pétrifié, incapable de bouger, puis lentement, la créature s'est tournée vers moi, ses yeux rouges brillaient dans l'obscurité, et un grognement sourd s'éleva de sa poitrine. Je ne sais pas comment j'ai trouvé la force de courir, mais je l'ai fait. Derrière moi, les pas lourds du géant faisaient trembler le sol, mais il ne m'a pas poursuivi longtemps. C'était comme s'il voulait juste me faire peur, me rappeler que je n'étais pas le bienvenu. Lorsque je suis revenu au village, les anciens m'ont regardé avec une gravité silencieuse. Ils savaient. « Tu as envie ?» m'a dit mon grand-père. « Mais n'oublie pas ce que tu as vu. Ce n'est pas seulement leur terre, c'est aussi leur mémoire. » Depuis ce jour, je me demande si les géants sont réellement des êtres de chair et de sang ou s'ils symbolisent quelque chose de plus profond. Une manifestation de la colère de la nature, un rappel de notre fragilité face à ce qui nous dépasse. Certaines recherches suggèrent que les légendes des géants pourraient être liées à des hominidés disparus comme l'Homo floresiensis ou à des phénomènes naturels mal compris. Mais pour moi, ils sont bien plus que cela. Ils sont les gardiens d'un monde que nous avons nous-mêmes oublié. Des témoins silencieux de nos erreurs, et si nous continuons à ignorer leurs avertissements, peut-être qu'un jour, ils cesseront d'être silencieux. Les géants des îles Salomon ne sont pas qu'un mythe pour effrayer les enfants, ils incarnent une vérité que nous préférons ignorer. La Terre a une mémoire et elle n'oublie jamais ceux qui lui manquent de respect. Alors si jamais vous vous aventurez dans les montagnes de Guadalcanal, souvenez-vous de ceci. Respectez la Terre, respectez ses légendes et surtout respectez ces géants. Car eux, ils vous observent déjà.